Alors la télévision, c'est plus dur, c'est plus cher, parce que c'est des images qui bougent. Et donc Stéphane Mella va vous expliquer pourquoi les images qui bougent, c'est beaucoup plus cher, bien que la résolution soit là extrêmement inférieure. Et voilà, je le laisse. Merci. Donc effectivement, là, on va passer de l'imagerie statique à la vidéo dans le cadre de la télévision. Et ce que je vous montrerai aussi, qui était un thème qui était bien montré par Gérard, c'est l'importance des mathématiques derrière les télévisions que vous avez actuellement chez vous. Donc ça, c'est tout un travail qui est fait par une grande communauté et en particulier aussi un travail de recherche qui est fait à l'École Polytechnique et qui est devenu une start-up qui s'appelle Latitude. Donc le gros problème de la télévision haute définition telle que vous pouvez l'avoir chez vous, c'est que lorsque vous allez chez Darty et que vous regardez les images, elles sont absolument superbes. Vous ramenez la télévision chez vous, elle est ignoble. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que chez Darty, ce qu'on vous montre, c'est des films haute définition qui sortent d'un lecteur DVD. Et puis, quand vous revenez chez vous, ce que vous faites, c'est que vous branchez votre télévision sur la TNT ou n'importe quoi. Et ce que vous récupérez, c'est des images de format standard. Et ces images de format standard, elles sont élargies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'une image de format standard, une image pâle, une vidéo, c'est quoi? C'est d'abord une succession d'images, 60 images par seconde. Et chacune de ces images a... je vais essayer même d'utiliser ça. Oui. À peu près 720 sur 576 pixels, donc c'est un rectangle comme ça. Ça représente déjà une quantité d'informations qui est absolument considérable, 320 mégabits par seconde. Et cette image-là, en fait, qui aurait donné une très belle image sur votre vieux téléviseur CRT, eh bien, il va falloir la montrer sur votre bel écran plat. Le seul problème, c'est que l'écran plat, il est beaucoup plus grand. Il fait 1000 sur quasiment 2000 pixels. Et en plus, maintenant, les nouveaux écrans plats, au lieu de montrer 60 images par seconde, ils en montrent 120 images par seconde. C'est-à-dire que le nombre de pixels a été essentiellement multiplié par 20. Et la quantité d'informations que vous avez là est absolument considérable, 7,5 gigabits par seconde. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous aviez 2 CD de 1h30 de musique qui défilaient par seconde. Donc la quantité d'informations, elle est considérable. Et cette multiplication par un facteur 20, elle va devoir être faite par un processeur qui va être embarqué à l'intérieur de votre télévision. Et toute la difficulté, c'est d'être capable de prendre une petite image comme ça, en faire une grande image, mais en faire une belle grande image. Parce que s'il s'agit d'avoir un bel écran plat qui vous redonne une image moins belle que celle qu'on a ici, ça ne vaut pas le coup. Alors le problème, c'est qu'actuellement, essentiellement, c'est ce qui se passe. Si on regarde côte à côte une télévision standard et une télévision haute définition, eh bien très souvent, la qualité de l'image là est bien meilleure que celle qui est ici. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il y a un débit d'information qui est absolument considérable. Il va falloir que vous ayez une puce à l'intérieur qui traite tout ça en temps réel et qui arrive d'une certaine manière à restituer des structures qui, pour l'œil, vont correspondre à ce que l'œil attend, c'est-à-dire en particulier restituer toutes les textures, toutes les fines structures géométriques, etc. Et ça, c'est un problème d'une très grande difficulté. Donc ça, c'est l'enjeu de la télévision haute définition. Alors, pour juste un peu préciser ce que ça veut dire cette augmentation de résolution, il y a deux domaines. D'abord, le domaine temporel. Voilà, grosso modo, l'information que vous avez lorsque vous voyez une image dans votre télévision standard. C'est ce qu'on appelle une image entrelacée. C'est-à-dire que les images paires, elles vous montrent que les lignes paires, et les lignes impaires sont noires, et les images impaires vous montrent les lignes impaires. Seulement, vous avez la persistance rétinienne qui fait qu'en quelque sorte, l'œil porte le souvenir de l'image précédente et on a l'impression de voir une très belle image. Le problème, c'est que votre écran plat, lui, il n'est pas capable de montrer les images paires et impaires, il doit tout montrer. Et il doit en montrer beaucoup plus. Donc, littéralement, ce qu'il faut, c'est passer d'une image comme ça à une image comme ça. Il y a le domaine temporel aussi. Dans le domaine temporel, comme je vous l'ai dit, donc typiquement, une image format standard, vous avez 60 images par seconde et vous en voulez 120. 120, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir recréer une nouvelle image intermédiaire. On peut se dire, ce n'est pas très compliqué. J'ai une nouvelle image intermédiaire à créer. Ici, c'est le pixel qui me manque.
ben, je peux prendre ces deux-là et par exemple faire une moyenne. Donc ce n'est pas idiot. Voilà ce que ça donne. Le problème, c'est que quand rien ne bouge, ben, c'est très bien, vous allez reproduire le même pixel, mais quand les choses bougent, eh ben, vous allez faire une espèce de moyenne et votre texte, qui est un texte défilant ici, va devenir un texte double absolument illisible. Donc évidemment, on voit bien, il faut suivre le mouvement, on voit apparaître cette notion de géométrie. Et qu'est-ce que veulent faire maintenant les constructeurs de télévision? En fait, ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a maintenant une convergence entre la télévision et les ordinateurs. En particulier, les télévisions maintenant commencent à être branchées sur Internet. Et donc, je ne sais pas si vous allez regarder des vidéos, par exemple, sur YouTube de temps en temps. Quand vous regardez votre vidéo sur YouTube, elle a une tête comme ça. Ce n'est pas très bon, mais disons, c'est acceptable. Le problème, c'est que lorsque vous allez la voir sur votre télévision haute définition, elle va être beaucoup plus grande et ça va devenir ça, et là, ça devient complètement inacceptable. Et donc, le problème que l'on a actuellement, c'est d'avoir toutes ces sources d'informations qui, là, maintenant, sont de résolution encore beaucoup plus faible que la télévision standard, beaucoup plus faible, il y a de l'ordre de 10 fois moins de pixels que votre télévision standard, prendre ça et en faire des belles images, en tout cas aussi belles que possible, pour mettre ça sur la télévision haute définition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces images ne sont pas belles lorsqu'elles viennent de YouTube? C'est parce que, de façon à les transmettre en temps réel à travers Internet, elles ont été comprimées. Elles ont été comprimées, ce qui a permis de réduire le débit, donc de les avoir plus rapidement. Mais la compression a introduit des artefacts qu'on voit ici, typiquement, ces espèces de petits effets de carrés, ce qu'on appelle des effets de bloc, où dans le temps, ça fait des vibrations qui viennent de ce qu'on appelle des effets de Gibbs, et qui fait que l'image est vraiment extrêmement dégradée. Et donc le problème, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut enlever ces dégradations, comment est-ce qu'on peut augmenter la résolution et obtenir des images les meilleures possibles, et en temps réel, c'est-à-dire 7,5 gigabits par seconde. Alors, je vais revenir un peu en arrière et revenir un peu aux problèmes scientifiques et mathématiques de base qui sont derrière ça. Ce qu'on voit bien, c'est qu'être capable de restituer des pixels qui nous manquent, ça veut dire être capable de restituer des structures qui manquent. Il va falloir essentiellement utiliser des formes de régularité dans l'image, et en particulier la régularité géométrique de l'image. Quand il y a un contour, être capable de le restituer proprement, etc. Un des gros problèmes, c'est qu'on comprend actuellement très mal la nature de cette géométrie dans les images. Alors, pourquoi? Si on regarde la géométrie, on pense à la géométrie, immédiatement on pense au contour, effectivement, comme si le monde était un espèce de monde de bande dessinée et la géométrie pouvait se réduire à des contours. Si c'était le cas, ce serait relativement facile. On a en main tous les outils mathématiques qu'on veut. Les contours, ce sont des courbes. On peut parler de la régularité des courbes, on peut parler de leur forme, de leur longueur, etc. Le gros problème, c'est que si on regarde une image réelle et qu'on commence à parler de géométrie, il ne s'agit pas simplement de contours, mais si on regarde les textures, il y a beaucoup de géométrie là-dedans. Et les textures, ce n'est pas simplement des contours, c'est des espèces d'agrégats avec une forme de régularité, et cette forme de régularité est beaucoup plus difficile à formaliser. Si vous prenez par exemple la texture du bois, vous voyez là, on ne peut pas vraiment parler de contours, c'est une géométrie qui est très désordonnée, en même temps l'œil est parfaitement habitué à ce type de géométrie, et si vous introduisez des distorsions là-dessus, immédiatement vous allez percevoir que ce n'est plus la géométrie du bois. Alors ça veut dire quoi la géométrie ici? Comment modéliser ce genre de choses? Et puis évidemment, il y a la géométrie temporelle qui correspond au mouvement, c'est-à-dire il y a un champ de mouvement qui, d'une certaine façon, est plus simple que la géométrie spatiale. Donc le problème qui se pose, c'est que pour être capable de bien résoudre ce problème de la télévision, il va falloir être capable de comprendre la nature de cette géométrie pour pouvoir la recréer dans les images qui nous manquent. Alors, un des points que j'ai mentionné, c'est qu'on a une quantité d'informations absolument considérable qui arrive dans cette puce. Et la puce, elle doit être la plus petite possible pour coûter le moins cher possible. Donc, il va falloir être capable de calculer très très vite. Comment est-ce qu'on peut essayer de calculer très très vite? En prenant cette quantité considérable d'informations et en la réduisant de façon à ce qu'elle soit représentée par un nombre minimum de paramètres. Alors ça, c'est une approche qui est assez fondamentale, qui est devenue de plus en plus évidente à partir des années 90, où on s'est rendu compte que finalement, en traitement du signal, en traitement d'image, la première question qui se pose, c'est la question de la représentation. Si vous êtes capable
de prendre cette quantité énorme d'informations et la comprimer en peu de paramètres, eh bien, ces paramètres portent toute l'information et ça va être beaucoup plus facile d'analyser l'information, la discriminer du bruit, etc. Donc ça, cette notion de représentation est très fondamentale en maths. Un exemple tout à fait classique, c'est l'écriture des nombres. Si vous essayez de faire une multiplication avec des chiffres romains, c'est beaucoup plus difficile qu'avec des chiffres arabes. Et donc, adapter la représentation, c'est au cœur de votre capacité à faire du calcul rapide et donc bien manipuler l'information. Alors, quelle est l'idée là? Une image, ça peut être vu comment? Une image, c'est, on l'a vu, un ensemble de points, disons de l'ordre de 500 000 points. Chaque point peut être vu comme une coordonnée. Et donc, une image, ça peut être vu comme un point dans un espace de dimension 500 000 qui donne les 500 000 coordonnées. Un peu comme en 3 dimensions, un point a 3 coordonnées, seulement là, vous en avez 500 000. Et l'idée, c'est de se dire, mais peut-être que les coordonnées de base que me donne ma caméra, c'est peut-être pas les bonnes. Je vais faire un changement de repère, un changement de coordonnées. Un changement de coordonnées, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une nouvelle base orthogonale, c'est-à-dire un nouvel repère orthogonal, et je vais écrire mon image dans cette nouvelle base orthogonale, et elle va être caractérisée par ces coordonnées, ce qu'on appelle ici des coefficients, des produits scalaires. Alors, bon, si je change mon repère, j'avais 500 000 coordonnées, je vais en obtenir à nouveau 500 000. Sauf que si j'ai bien choisi mon nouveau repère, la plupart des coordonnées sont nulles, ou quasiment nulles, et donc je ne vais garder que les plus grandes coordonnées. Donc on va garder toutes les coordonnées au-dessus d'un seuil, et l'erreur, ça va être la somme de toutes les coordonnées que j'ai éliminées parce que j'ai une base orthogonale. Donc ça, c'est une idée très simple, et toute la problématique qui est derrière, c'est de comprendre c'est quoi le bon système de coordonnées, c'est quoi la bonne base orthogonale pour comprimer, représenter l'information avec peu de paramètres. Donc ça, c'est un problème de maths qui a suivi au cours des 30 dernières années. Il y a eu énormément de travaux autour de ça. Étant donné une certaine information a priori, mon image, ça ne va pas être n'importe quoi, a priori, ça ne va pas être des points aléatoires qui vont se balader dans tous les sens. Est-ce que je peux trouver une base orthogonale telle que l'erreur soit toute petite, c'est-à-dire avec m coordonnées, m coefficients, j'arrive à avoir une erreur qui décroisse très vite vers 0. Donc ça, c'est le problème vu d'un point de vue mathématique. Et ce problème vu d'un point de vue mathématique, on va le voir, est au cœur de tous ces problèmes de calcul temps réel sur notamment des problèmes de vidéo. Alors les applications, évidemment, on peut comprimer, on a moins de paramètres. On peut débruiter parce que l'information va sortir du bruit. Et on va pouvoir faire de la super résolution, améliorer la résolution des images. Alors un des outils qui avait été développé dans les années 80, c'est de faire des bases orthogonales à ce qu'on appelle des ondelettes. Des ondelettes, c'est des espèces de petites fonctions, ce n'est pas des sinusoïdes qui oscillent indéfiniment, c'est des fonctions un peu localisées, comme ceci, qui ont des supports qui sont des carrés. Et puis ces ondelettes, on les prend, on les dilate, on les translate, c'est-à-dire elles ont un support carré qui va se balader partout sur le support, et miracle, si on construit bien notre outil mathématique, on obtient des bases orthogonales. Ça, c'est au cœur notamment du nouveau standard de compression JPEG 2000. Donc ça, c'est un bel exemple où les maths ont permis de faire avancer dans ce cas-là les standards de compression. Ce que vous avez ici, c'est l'image. Donc là, il y a 500 sur 500 points. Chaque point, un niveau de grille, c'est une valeur. Donc on peut voir ça encore une fois comme un système de coordonnées. Et je change la base. Là, j'ai le même nombre de coordonnées. Seulement, ces coordonnées, c'est dans ma nouvelle base, dans ma base d'ondelettes. Et regardez, la plupart des points sont blancs. Blanc, ça veut dire qu'en fait, on les a mis à 0. Les seuls qu'on a gardés, c'est les points noirs. Et ce que vous voyez, c'est que les grands coefficients, ils sont où? Ils sont mis près des contours. Donc, on a le même nombre de points, mais la plupart sont nuls. Et si je garde le dixième des points, voilà l'image que je restaure. Donc ça, c'était mon approximation FM. Donc, une image de très bonne qualité avec très peu de coefficients. Donc l'idée, c'est au lieu de travailler ici, on va travailler ici, parce que ici, j'ai beaucoup moins de coefficients. Donc ça, c'est ce qui a amené le standard JPEG 2000. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte dans les années 90, c'est que ça marchait bien, mais ça n'utilise pas une chose, ça n'utilise pas le fait que j'ai de la régularité géométrique. Où sont les grands coefficients? Les grands coefficients sont là où j'ai un contour, où il y a une transition. Mes ondelettes, en quelque sorte, elles calculent un contraste local. Là où l'image est quasiment constante, l'ondelette vous donne un coefficient nul. Là où l'image a un contour, l'ondelette va vous donner un grand coefficient. Oui, mais les contours, ce n'est pas n'importe quoi, ça se balade le long de courbes qui sont bien régulières. Est-ce que je peux utiliser cette régularité géométrique?
Et ça, c'était l'enjeu mathématique, ces questions qui ont été posées à la fin des années 90 en maths. Et donc ça peut se formaliser en disant, je n'ai pas quelque chose d'optimal. Je sais qu'avec des constructions plus fines que ce genre de choses, je pourrais avoir des vitesses de décroissance qui sont plus rapides. Ce qui est intéressant là, je voudrais faire, puisque là on est dans un lieu qui est fondamentalement pluridisciplinaire, je vais faire un tour par un autre domaine qui nous donne beaucoup d'informations sur le traitement d'images, c'est la physiologie du système visuel humain. En fait, on a une capacité de faire du calcul géométrique avec notre cerveau qui est absolument extraordinaire. On l'a vu, on est capable de reconnaître des textures, des contours, du mouvement, etc. Et les expériences physiologiques qui sont faites sur les chats, les singes, et sans ouvrir le cortex de l'homme, mais aussi sur l'homme, permettent d'avoir beaucoup d'informations maintenant sur ce qui est fait par le cortex visuel et ce qui nous donne des bonnes idées sur des pistes à suivre pour ce genre de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Ce qu'on sait, comme ça a été montré par Philippe Guichard, c'est que l'image, elle est acquise par la rétine, par les cônes, et puis ensuite, elle est transmise à travers le nerf optique au cortex. À l'intérieur du cortex, vous avez la première zone qui reçoit cette information, qui s'appelle la zone visuelle 1, V1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette zone, vous avez des neurones qui sont organisés dans une espèce de structure d'hypercolonne qui a été mise en évidence pour la première fois dans les années 60 par Hubel et Wiesel. Et puis, si vous regardez ce que fait une cellule, une cellule, ça vous calcule quelque chose qui ressemble beaucoup à un coefficient d'ondelette, les mêmes petites ondelettes mathématiques dont j'avais parlé, qui ont été mesurées à travers des milliers d'articles en physiologie. On a une idée de la tête de ces petites ondelettes, et suivant l'endroit où on se retrouve dans le cortex, ces ondelettes, elles sont dilatées, elles ont des orientations différentes, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été bien mises en évidence dans les années 90. Et puis, plus récemment, on a été capable de mettre en évidence des cellules qui font du calcul géométrique. Du calcul géométrique, ça veut dire quoi ? On a vu dans l'aire de cortex visuel V2 des cellules qui sont sensibles à des contours et même des contours illusoires. Si vous regardez ce carré blanc, il n'existe pas, là il n'y a pas de contour, mais on a l'impression de percevoir des contours et on a vu des cellules qui étaient capables de répondre à ces contours qui sont simplement illusoires. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en évidence à l'intérieur de ce domaine V1 des espèces de liens entre ces cellules, comme des agrégats, des intégrations, qui montrent qu'il y a une espèce d'intégration géométrique qui est faite et qui est hiérarchique, c'est-à-dire vous avez en quelque sorte des ondelettes et puis une intégration qui permet de construire progressivement cette géométrie. Donc c'est le genre d'idée qui avait été développée au cours de leur thèse par Erwan Le Pennec et Gabriel Perret à l'École Polytechnique, de se dire est-ce qu'on peut faire la même chose ? On a ces bases orthogonales d'ondelettes, est-ce qu'on peut construire une couche géométrique qui va monter par-dessus en agrégeant ces petites ondelettes, un peu comme il semblerait que ce soit fait. Je dis semblerait avec beaucoup de précautions parce qu'évidemment le cortex visuel est beaucoup plus complexe. Donc c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire l'idée c'est de dire vous avez vos ondelettes, au lieu de considérer donc les petites ondes là c'est des coefficients d'ondelettes, les points indépendamment, les coefficients d'ondelettes, on va les agréger dans une espèce de petites bandes, on appelle des bandelettes, et si on fait ça bien, on peut obtenir des bases orthogonales de la même manière. Donc là, il y a tout un travail mathématique pour montrer qu'effectivement, on peut construire de la géométrie. De la géométrie, en quelque sorte, à partir de la géométrie, on a un nouveau système de coordonnées, mais un système de coordonnées qui est maintenant bien adapté à la géométrie que vous avez, et donc ce système de coordonnées s'appelle des bandelettes. Alors là, il y a eu tout un travail académique. Ça veut dire quoi ? Un bon système de coordonnées, c'est plus maintenant un système de coordonnées qui est fixé a priori. On ne va pas dire a priori, je choisis ce système de coordonnées. On va prendre l'image, on va analyser l'image, analyser la géométrie, et en déduire le bon système de coordonnées pour représenter l'image. Et là, les petites flèches que vous voyez, elles suivent en quelque sorte les contours. Et dans le cas d'un mouvement, ces petites flèches, elles vont correspondre tout simplement au mouvement des images. Et donc là, il y avait tout un travail mathématique qui a été fait autour de tout ça pour comprendre comment trouver ces bases orthogonales, comment faire ça vite, avoir des théorèmes, etc. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, mais ça a l'air de bien marcher, est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des applications industrielles qui sont potentiellement derrière ça ?
Et après un long parcours, parce que finalement la création d'une start-up, c'est aussi une démarche de recherche, on part un peu au hasard et puis on finit par retrouver quelque chose qui semble intéressant, un marché. Tout d'un coup, on a réalisé, mais il y a la télévision haute définition. Et là, il y a un problème de géométrie qui est considérable. Il faut faire tout ça en temps réel. Il faut donc avoir ces capacités de comprimer. On devrait pouvoir être capable de faire des choses dans ce domaine. Alors, faisons le retour sur la télévision. Qu'est-ce que les gens font? Le problème, je vous l'ai dit, si on prend des images, vous avez typiquement une ligne sur deux, c'est les points noirs, et ce qu'il vous faut, c'est déjà retrouver les lignes manquantes, c'est-à-dire les espèces de petits trous blancs. Quelles sont les techniques standards pour faire ça? Les techniques standards, ça va être de dire, il me manque ce point, je vais faire une espèce de moyenne sur tous les points noirs que je connais. Si vous faites ça, alors là, il y a le théorème de Shannon qui nous dit c'est possible de faire ça avec un certain noyau de Moyen-Âge, et puis j'ai toutes sortes de théorèmes. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'information n'est pas là. Il n'y a pas moyen de moyenner. L'information est beaucoup trop irrégulière pour être capable de faire ce genre de choses. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des images qui vibrent dans tous les sens. Ça donne des images qui ne sont pas très belles, que vous avez pu voir sur vos écrans de télévision. Alors, évidemment, les gens se sont dit assez rapidement, OK, on ne va pas faire quelque chose d'aussi bête que ça. Ce n'est pas bête, mais ça ne marche pas, disons. On va essayer de mieux s'adapter à l'image. Alors, comment s'adapter à l'image? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des directions dans lesquelles les choses sont régulières. C'est les directions de régularité géométrique. Donc, si j'ai envie de retrouver les points qui manquent, celui-là, plutôt que d'interpoler avec ceux-là, je vais interpoler avec ceux-là, moyenner, pardon, avec ceux-là, puisque a priori, ils se ressemblent. Donc, je vais faire un moyennage, mais qui va être directionnel, qui va s'adapter à la géométrie. Et donc là, tout d'un coup, boum, on voit apparaître la géométrie comme un élément essentiel de ce problème. Évidemment, le problème, c'est de trouver les directions, de trouver ces noyaux d'interpolation, et c'est très difficile parce que cette géométrie, encore une fois, ce n'est pas des simples contours, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Alors, il y a une autre idée qui a été beaucoup exploitée dans le monde académique de la recherche et puis aussi par certains industriels, c'est évidemment l'utilisation du mouvement, c'est-à-dire de se dire, bon, ce que j'avais dit précédemment, je vais prendre ce point, je vais le calculer à partir des deux points à gauche et à droite, ça ne marche pas parce que les choses bougent. Ce que je peux essayer de faire, c'est voir ce point d'où il venait avant, où il est reparti après, et puis ensuite le calculer comme une moyenne de ces points-là. C'est ce qu'on appelle de la compensation de mouvement, suivre le mouvement. Donc ça, c'est de la géométrie, mais temporelle. Le très gros problème, et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'il y a des grosses instabilités. Alors, ce principe-là, qui consiste grosso modo à prédire ce point à partir de celui-là ou de celui-là, c'est la base des algorithmes de compression de la vidéo. Au lieu de coder chacune des images, on code une image et on prédit les suivantes. Et si on fait une erreur, on code cette erreur. Ici, c'est différent parce qu'on n'est pas capable de coder l'erreur. Si on fait une erreur sur le mouvement, on va mettre un point noir dans un domaine blanc et on va avoir une image avec un artefact. Et ça, c'est ce qui est fait actuellement par des télévisions, notamment pour ces problèmes 120 Hz. C'est pour ça que les rapports des consommateurs qu'on peut retrouver sur Internet disent essentiellement débranchez tout ça, ça vous donne des artefacts qui sont absolument horribles. Ça donne des artefacts horribles parce que ça se montre même mathématiquement, on n'est jamais garanti de bien calculer le mouvement parce qu'il y a des incertitudes. Quand il y a des occlusions, quand il y a des transparences, quand le mouvement est compliqué. Et voilà ce que ça donne quand vous faites des erreurs. Donc ça, c'est vraiment des choses qui viennent de télévision. Vous avez un mouvement très complexe, non rigide des pattes, et vous retrouvez avec un cheval qui a 8 pattes. Alors, on peut compenser. Notre type de télévision va essayer d'être beaucoup plus flexible sur le calcul du mouvement en introduisant des mouvements discontinus, mais les pattes peuvent devenir discontinues avec. Donc ça, c'est des problèmes de rigidité sur les mouvements. Et puis, vous avez des phénomènes de halo, parce qu'il y en a qui finalement se disent « Ok, on ne va rien faire, on va juste moyenner ». Si vous moyennez, vous avez ces phénomènes de flou qui apparaissent. Donc là, c'est vraiment les très gros problèmes qui apparaissent dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait essentiellement, et on ne va pas rentrer ici dans les détails, encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que tout notre problème, c'est qu'il manque des pixels. Il manque des pixels, et pour les retrouver, il faut que je me balade dans les bonnes directions, et les bonnes directions géométriques de cet espace tridimensionnel. Il faut que je trouve ces directions. Il faut que je les trouve très très vite, c'est-à-dire que je sois capable de représenter mon information avec peu de paramètres, et que je calcule le pixel manquant. Et ce pixel manquant, il doit introduire aucune oscillation. Et en maths, il y a des mesures pour ça qu'on appelle des mesures de variation totale.
Donc, on fait ce genre de choses. Maintenant, la grosse difficulté, encore une fois, c'est les débits. Et c'est là où c'est intéressant parce que les maths ne peuvent pas vivre toutes seules, très très loin de là. Pour arriver à faire ce genre de choses, il faut être capable à la fin de mettre ça dans une puce, et une puce toute petite. Donc c'est-à-dire, il va falloir mettre ça sur une architecture avec des calculs complètement parallèles. La grosse différence avec un calcul sur software et un calcul dans une puce, quand vous faites du software, vous avez une instruction et qui défile linéairement. Vous avez une séquence d'opérations qui peut être un peu parallélisée. Vous pouvez en avoir 20 en parallèle, mais typiquement, les séquences sont les unes derrière les autres. Dans une puce, vous êtes beaucoup, beaucoup plus proche du cerveau. Vous avez des millions de transistors qui vont tous fonctionner en parallèle. Et donc, vous avez 20 millions, potentiellement, d'opérations qui vont aller en parallèle. Et donc, il faut tout repenser complètement différemment. C'est-à-dire que les algorithmes naïfs qu'on avait en sortant avec une vision très software, en sortant d'un laboratoire de recherche, en travaillant avec des experts du domaine d'architecture, avec des gens qui ont une très bonne connaissance de l'algorithmique rapide traitement d'image, tout ça a complètement évolué. Les maths ont évolué et on arrive à effectivement des algorithmes qui tiennent sur des puces qui sont toutes petites. Alors, un point, et un élément intéressant, comme je disais, c'est qu'on se rapproche beaucoup plus de la biologie, puisqu'on a des architectures de calcul qui sont beaucoup plus proches de ces architectures de calcul neuronal. Exactement comme dans le cerveau, quand vous avez deux instructions qui sont très proches, ça va aller très vite, parce que la communication est très rapide. Quand vous avez deux éléments qui sont très loin, dans la puce ou dans le cerveau, les communications sont beaucoup plus lentes. Et donc, les problèmes de communication de données deviennent complètement au centre de tous ces problèmes qui sont là. Alors, juste un élément, puisque vous avez une présentation par quelqu'un qui venait de chez Cadence. À la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Ce qu'on obtient, c'est une puce qui vient comme ça dans une carte qui se retrouve dans la télévision et qui implémente ce genre de choses. Alors, faire une puce comme ça, d'un point de vue industriel, c'est un gros projet, ça met à peu près 3 ans entre le moment où on la spécifie, on développe les algorithmes, on les implémente, il faut l'envoyer dans une fonderie, vérifier, etc. Donc, avec des investissements qui sont assez considérables, de l'ordre de 10 millions d'euros pour faire simplement une puce. Et une puce, c'est un peu comme une image analogique, c'est-à-dire on commence par faire un négatif, et puis une fois qu'on a fait le négatif, on fait les positifs. Si vous avez un bug dans le négatif, eh bien, il faut tout refaire. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement lourdes à faire. Alors, je vais vous montrer très rapidement, parce que, en fait, le problème des démonstrations vidéo, c'est que tout est processé par le vidéoprojecteur et on ne voit pas grand-chose. Je vais quand même essayer de vous donner une idée de ce que ce genre de choses donne. Ça s'adapte. Donc ça, c'est des démonstrations un peu marketing, où vous avez à gauche, à droite, le genre d'effet qu'on voit apparaître dans ces histoires de désentrelacement, de super résolution qu'on voit typiquement dans les télévisions. Et toute la problématique, c'est donc de bien restituer, par exemple, là, ces structures géométriques. Donc là, c'est le même genre de choses qui apparaissent. On voit ces effets de vibration. On voit ça ici. Donc ça, c'est très typique de tout ce qu'on voit sur les télévisions. Et l'enjeu, c'est d'obtenir ce genre de choses qui sont beaucoup, beaucoup plus propres et encore une fois plus claires. Donc là, on voit ça. Ça, c'est des images qui nous ont été données par TF1. Donc voilà le même genre de choses. Je vais vous montrer. Attendez, je vais peut-être revenir derrière. Ça, c'est des phénomènes d'artefacts typiques qui apparaissent dès que les scènes sont très complexes, parce que, donc là, vous voyez ces espèces d'oscillations, de vibrations. Donc, c'est ce qu'on vous avez l'habitude maintenant de voir. Alors, au bout d'un moment, ce qui est formidable, c'est que l'œil s'habitue. On voit plus. On a une image ignoble, mais on ne la voit plus. Donc, ça, c'est l'idée de base pour les constructeurs de télévision, c'est de se dire, au bout d'un moment, de toute manière, les gens ne verront plus les problèmes. Donc voilà, ça c'est les types d'artefacts. Donc il faut bien se rendre compte qu'actuellement, qu'est-ce que c'est une télévision? C'est un panneau de verre, et les panneaux de verre, il y a 6 constructeurs ou 5 constructeurs dans le monde, et pourtant, vous avez des centaines de marques de télévision. Donc qu'est-ce qui différencie une marque de télévision d'une autre? C'est le microprocesseur qui est à l'intérieur, comme le disait Frédéric Guichard, c'est la puce, c'est les algorithmes numériques qui sont à l'intérieur. Alors, pour finir,
en conclusion de tout ça, alors, du point de vue du traitement vidéo, l'arrivée des maths, c'est quelque chose d'assez nouveau à cause de cette contrainte de temps réel. Jusqu'à maintenant, pour être capable de faire du calcul temps réel sur une vidéo, grosso modo, par point, on avait 2 additions et 3 multiplications. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de mathématiques pour ça. Le degré de liberté est assez faible, il n'y avait pas grand-chose à faire. Maintenant, on se retrouve avec des puces qui sont beaucoup plus puissantes, donc beaucoup plus de flexibilité. Plus de flexibilité, ça veut dire qu'on peut faire des choses beaucoup plus subtiles, en particulier très non linéaires, et donc les mathématiques deviennent un élément fondamental là-dedans. Ce genre de travail est pluridisciplinaire au sens où les maths, c'est juste un petit élément. Il y a évidemment, comme j'avais dit, le traitement d'image, l'architecture, et puis tout cet aspect de programmation hardware. Alors, si on regarde la situation, donc la télévision actuellement, industriellement, est un gros enjeu. C'est un gros enjeu d'abord, parce que ce sont des marchés qui sont énormes, mais aussi à cause de la convergence entre télévision et ordinateur. C'est pour ça qu'une société comme Intel a décidé de mettre énormément d'efforts sur la télévision, parce qu'ils savent que les deux vont aller l'un vers l'autre. Un des problèmes qu'on a actuellement en Europe, c'est qu'il y a une seule société essentiellement qui fait du semi-conducteur pour la télévision, c'est ST Microelectronics, et qui n'est pas du tout en position de leader là-dedans, ça se passe bien en Europe, mais l'essentiel est d'abord en Asie, pratiquement tout est parti en Asie, et aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle du marché grand public, c'est-à-dire qu'il y a une compétition qui est absolument féroce sur les prix. Je n'ai pas dit la petite puce dont je parlais, à l'intérieur de laquelle il y a des millions de transistors, énormément de travail, elle se vend à 5 $. Donc pour arriver à des coûts de 5 $ avec un processus industriel énorme, beaucoup de recherche, etc., eh bien, il faut être capable de comprimer les prix. Et donc, il y a cette compétition qui est féroce. Et la survie dans un monde comme ça actuellement, c'est essentiellement de faire de la recherche et de l'innovation. Et c'est très spectaculaire. Pu suivre, donc, en ce qui me concerne, ça fait 6 ans que je suis dans ce domaine, un peu l'évolution de sociétés aux États-Unis qui ont eu des courbes de croissance extrêmement rapides. C'est très impressionnant. On voit des sociétés qui passent de pratiquement rien en 4 ans à des sociétés qui valent de 1 milliard de dollars, avec des courbes de croissance très vite. Certaines de ces sociétés, dans cette courbe de croissance, arrêtent de faire de la recherche et on les voit s'effondrer tout aussi rapidement. 2 exemples récemment, Pixelworks, Genesis, qui étaient des sociétés qui étaient montées à plus d'1 milliard de dollars et qui, en 2 ans, se sont effondrées parce qu'entre-temps, elles avaient arrêté de faire de la recherche. Et par contre, en Asie, les réductions de coûts et la recherche, c'est quelque chose qui est fait. Et donc, ils n'ont pas tenu la compétition. Donc ça, c'est un des gros enjeux, d'être capable de faire de la recherche, de l'innovation dans ce domaine pour rester présent. Et cet enjeu est vraiment très sérieux. Et puis, d'un point de vue académique, il y a derrière tous ces problèmes des questions de fond qui sont très importantes. Je vous ai dit, la géométrie des images, elle est très, très complexe. Ce n'est pas simplement de la géométrie de courbe. Donc, il y a des problèmes profonds de maths qui ne concernent pas finalement que le traitement d'images, parce que c'est le même genre de problème, cette complexité de géométrie, qu'on voit apparaître dans l'analyse de turbulences, par exemple dans les sillages d'avions, dans l'analyse de structures chaotiques. Donc c'est un problème de maths assez profond, qu'on trouve ici comme étant fondamental en traitement d'images, mais qui se retrouve dans d'autres sciences. C'est un problème qui est évidemment très important pour le traitement d'images. Actuellement, c'est le goulot d'étranglement du traitement d'images. On sait qu'être capable d'améliorer les techniques de traitement d'image existantes par vraiment un gros saut, ça va nécessiter de comprendre toute la complexité spatio-temporelle de la géométrie des images. Et puis, évidemment, c'est fondamental pour la compréhension de la perception physiologique du cerveau. On commence à avoir des informations sur ce que font les cellules indépendamment et le type d'interaction, mais on n'a absolument aucun modèle qui tienne vraiment la route sur la compréhension du fonctionnement du système, et c'est donc un problème fondamental. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça ne concerne pas que les images. La géométrie, par exemple, dans la musique, c'est fondamental. Quand on parle d'une pièce de musique, on va parler de mouvement. On a clairement une perception de la géométrie, de l'évolution des sons, et il y a beaucoup de chances pour que la géométrie des sons, la géométrie des images en espace, en temps, tout ça, ce qui est derrière tout ça, ce soit le même genre d'outils mathématiques. Et donc l'enjeu, c'est de savoir lesquels. Voilà.
Merci.